Bienvenue dans la saison 2 de CamConf, le podcast. Enchantée, moi c'est Camille et je suis psychologue. La psychologie, c'est ma passion. Et aujourd'hui, j'ai envie de la partager avec vous. Si ça vous tente, je vous propose une thématique, des questions associées et on en discute. Réglez le volume de vos écouteurs car vous et moi, nous allons plonger dans les profondeurs du cerveau et explorer l'esprit humain dans toute sa complexité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de CamConf, le podcast. Le sujet du jour est plutôt très intéressant et j'ai envie de dire un petit peu d'actualité. On va parler anxiété. L'anxiété, elle se caractérise par deux choses. D'une part, des symptômes physiques, comme par exemple le cœur qui bat très vite, très fort, une respiration qui est difficile, des sueurs aussi, des tremblements, des étourdissements ou encore les mains moites, mais aussi par des pensées anxieuses qui peuvent être soit des inquiétudes importantes, des ruminations, des obsessions, des doutes ou des très grandes craintes. Et les différents troubles anxieux, puisqu'il en existe plusieurs, se distinguent par ce qui déclenche l'anxiété, son intensité et la durée des symptômes. Ce qui caractérise également aussi une personne qui est anxieuse, c'est une personne qui va mettre en place des comportements qu'on appelle des comportements d'évitement ou de fuite, justement pour ne pas affronter l'objet de son anxiété, et qui va du coup modifier son quotidien en fonction de sa peur. Mais ne prenez pas peur, l'anxiété est quelque chose qui est géré par ce qu'on appelle les psychothérapies, et notamment les thérapies cognitives et comportementales, dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous partager des techniques qui sont issues des thérapies cognitives et comportementales, donc les thérapies brèves qui relèvent de la psychologie clinique et qui sont les thérapies qui sont utilisées pour tout ce qui est phobie sociale, phobie de sensations, d'animaux, d'objets, et qui sont les techniques prouvées scientifiquement qui fonctionnent et qui sont utilisées dans beaucoup de thérapies. Comment combattre l'anxiété avec les techniques des thérapies cognitivo-comportementales ? Alors si vous avez déjà écouté quelques-uns de mes épisodes, vous savez qu'en psychologie, on a plusieurs branches. Une des branches de la psychologie, c'est la psychologie qu'on appelle clinique, qui est celle qui est pratiquée par les professionnels que vous allez voir en libéral ou dans les hôpitaux, qui en fait se servent d'une approche qu'on appelle clinique pour vous proposer des thérapies à viser par exemple de guérir chez vous une phobie. Pas forcément de guérir, mais en tout cas d'atténuer les symptômes de cette phobie. Les thérapies cognitivo-comportementales sont des thérapies qui jouent, vous l'avez entendu, cognitivo-comportementales, donc sur les cognitions, sur les pensées, sur vos émotions et sur vos comportements. L'idée va être de dire que une pensée, une émotion est associée à un comportement. Et on va pouvoir agir sur l'un ou l'autre, car ils sont interdépendants. Les thérapies cognitivo-comportementales, en général, sont des thérapies brèves, donc qui peuvent aller par exemple de 6 mois à 2 ans, en fonction du type de phobie à traiter. Et aujourd'hui, donc pour illustrer quelques techniques des thérapies cognitivo-comportementales, on va parler d'anxiété. Dans les anxiétés, ce qui est un petit peu particulier, c'est que les pensées d'un côté et les émotions / sentiments d'un côté forment deux entités qui s'auto-alimentent. Par exemple, lorsque vous ressentez une petite angoisse dans votre cœur, vous allez vous dire « Ah, je suis angoissée parce qu'il y a ça, et donc j'ai raison d'être angoissée ». Donc c'est là où la pensée va alimenter votre émotion, mais ça peut aussi être le contraire. Si vous arrivez dans une situation et que vous vous dites « Oh là là, je vais pas du tout y arriver », eh bien une émotion négative peut naître de ça et nourrir cette pensée. Ce qui fait qu'on est littéralement sur un cercle vicieux où les pensées alimentent les émotions, qui alimentent les pensées, qui alimentent les émotions. Et pour arrêter ce cercle vicieux, il existe quelques techniques que je vais vous partager aujourd'hui. Donc je vous ai parlé du rapport entre pensée et émotion, et je voudrais vous partager 3 points sur lesquels il est possible d'agir plutôt du côté des pensées et de ce qu'on va appeler le côté un petit peu plus rationnel. La première chose à faire, c'est d'arrêter de surestimer les risques. Combien de fois vous vous êtes fait le pire scénario pour votre prise de parole en public ou pour ce dîner entre amis où vous ne connaissiez pas tout le monde? Combien de fois vous êtes-vous imaginé que vous alliez vous ridiculiser totalement parce que vous alliez oublier votre texte, vous alliez bégayer, vous alliez rougir ou alors vous alliez tomber sur la scène? Combien de fois vous êtes-vous fait ces scénarios et combien de fois ce scénario s'est-il réalisé? J'ai vu quelque part, mais je ne sais plus où, qu'environ 90% des scénarios qu'on se fait dans la tête n'arrivent absolument jamais. Et qu'ils n'existent au final que dans nos têtes, mais pas dans la réalité.
Et donc essayer de mesurer objectivement les risques peut être un moyen d'essayer de les rationaliser. Alors oui, c'est possible qu'il arrive des choses pas agréables, voire catastrophiques par moment, mais c'est vraiment une infime partie de ce qui se passe en vrai. Rappelez-vous de plein de situations où juste avant un événement vous étiez complètement anxieux, vous aviez peur d'affronter une situation, et regardez aujourd'hui où vous en êtes, essayez de faire le ratio du pire scénario et de ce qui s'est vraiment passé. Une deuxième chose sur les pensées qui nourrissent vos anxiétés, c'est le fait d'éviter les pensées extrêmes. Et par pensée extrême, je veux dire également verbalisation extrême. Lorsqu'on dit « oh là là, mais c'est le pire jour de ma vie, oh là là, mais c'est horrible, j'ai vraiment vécu le pire jour de ma vie, c'est vraiment horrible », ou alors « si je ne fais pas ça, je vais mourir », « si je rate ma présentation, c'est la fin du monde », ça, c'est des façons de parler qui alimentent vos sentiments et vos émotions de future désagréabilité en fait. Si vous qualifiez la situation volontairement de mots extrêmement difficiles, extrêmement durs comme cela ne va pas vous aider à relativiser la difficulté de la situation. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont horribles, factuellement, mais l'idée là, c'est de pouvoir en fait nuancer son discours. De pouvoir dire qu'il y a des choses qui sont horribles, mais de pouvoir dire qu'il y a aussi des choses qui sont, entre guillemets, juste désagréables. Et la troisième chose sur les pensées qui va vous permettre, c'est ne plus avoir peur de la peur. C'est-à-dire en fait d'accepter que dans votre vie, vous allez avoir des moments anxieux, c'est normal. On fait tous des choses nouvelles, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, on évolue, on fait des choses nouvelles, et c'est normal d'avoir un petit niveau d'anxiété dans certaines situations. Il faut aussi savoir l'accepter et ne pas chercher à avoir une vie complètement tranquille, complètement apaisée, puisque c'est une chose complètement utopique, ça n'arrivera pas. Et puis c'est aussi comme ça qu'on évolue, c'est en faisant des choses qui nous sortent de notre zone de confort, qui nous challenge un petit peu, peut-être qu'ils sont un petit peu anxiogènes, à un niveau on va dire assez bas, mais qui vont nous permettre de sortir de notre zone de confort. De manière plus factuelle, je vais vous proposer des techniques pour combattre l'anxiété. La première s'appelle gagner sans combattre. Si vous êtes un petit peu anxieux, vous savez que l'anxiété se joue aussi dans l'appréhension des situations qui vont vous arriver, donc qui ne sont pas encore arrivées. Et pour vous y habituer, une des techniques, c'est de s'exposer. Et de s'exposer volontairement. La différence entre être pris par une anxiété qui nous a surpris versus aller volontairement vers ce qui nous rend anxieux va nous permettre, dans le cas où on va vers la chose qui nous rend vraiment anxieux, de pouvoir laisser nos symptômes doucement nous gagner sans les combattre. Puisque le combat, le fait de se dire « oh là là, ce qui m'arrive, c'est horrible, je commence à ressentir une oppression dans la poitrine ou avoir mal au ventre », on va rentrer immédiatement dans le cercle vicieux de la pensée qui alimente l'émotion et de l'émotion qui alimente la pensée. Si on commente une situation en disant « oh là là, c'est horrible, c'est la fin du monde, j'ai mal au thorax, je vais mourir », c'est sûr que là, on est presque dans un combat avec soi-même finalement. Et si on a déjà expérimenté la situation anxiogène, combattre ces symptômes, on sait que c'est pas forcément très utile lorsqu'on a déjà enclenché le cercle vicieux. De plus, si vous choisissez vous-même de vous mettre dans cette situation, vous devenez acteur. Et vous ne devenez plus victime de votre anxiété, puisque c'est vous qui décidez d'aller à son devant. La deuxième chose s'appelle choisir l'affrontement. Et là, on est un petit peu dans le même acabit, mais cela est appelé l'exposition ou la désensibilisation. En psychologie, on appelle ça d'ailleurs l'habituation, le fait de s'habituer à une situation et en fait de ressentir de moins en moins de choses puisqu'on va répéter le comportement, retrouver la même situation. Et donc le principe de l'exposition ou de la désensibilisation, c'est de volontairement vous mettre face à votre anxiété et en fait de rester stoïque, d'attendre que votre niveau d'anxiété descende par lui-même. Ça peut paraître un petit peu compliqué, donc l'idée au début c'est de le faire pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, pour après arriver sur des durées un petit peu plus conséquentes. Et ces durées peuvent aussi être adaptées graduellement, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. La troisième chose consiste à faire face à ces peurs de manière régulière. Ce qui peut aussi alimenter l'anxiété, c'est que parfois les situations elles sont tellement rares que lorsque l'on y est confronté, il y a cet aspect de nouveauté qui peut alimenter l'anxiété. Et dans le principe de thérapie par exposition, il y a aussi une chose très importante, c'est de ne pas trop s'exposer, mais de s'exposer, on va dire, à un juste milieu pour lequel vos symptômes sont encore supportables et ne sont pas trop envahissants. Puisque si vous vous exposez volontairement à l'objet de votre anxiété et que vos symptômes sont trop prenants, vous allez en fait adopter une stratégie d'évitement et de fuite et c'est vraiment pas ce qu'on veut dans la thérapie par exposition. Alors je vais vous donner plusieurs exemples. Un exemple avec la phobie par exemple des araignées, qui s'appelle donc l'arachnophobie. Si on utilise tout ce que je viens de vous dire par rapport à la thérapie par exposition, ça pourrait consister à... Attention, ça va être un petit peu difficile, si vous êtes arachnophobe, je vous conseille d'aller un petit peu plus loin dans l'épisode. Au début, l'idée ce serait par exemple de regarder une photo d'araignée pendant quelques secondes si ça vous fait vraiment trop peur, et puis pendant plusieurs minutes. L'idée ce serait aussi
de choisir le moment où vous vous exposez à l'araignée, puisque lorsqu'elle surgit dans votre chambre, vous ne l'avez pas choisi, et c'est le meilleur moyen pour subir votre anxiété. Et par la suite, vous pouvez de plus en plus vous exposer régulièrement, c'est-à-dire regarder une photo d'araignée tous les jours. Et puis, si vous êtes un petit peu plus courageux, vous pourrez après vous exposer à des courtes vidéos, par exemple, avec des araignées dedans. Et au fur et à mesure, en fait, votre corps va s'habituer au fait de voir une araignée. Pour l'anxiété sociale, par exemple, ça peut être graduel, comme dans l'exemple que je vais vous donner. Si par exemple vous avez une anxiété sociale, vous pouvez commencer par des situations qui vous procurent un petit peu d'anxiété. Pas forcément aller vous mettre dans la fosse d'un concert tout de suite. Mais par exemple, aller acheter, par exemple d'abord une baguette, puis après aller dans un magasin où vous faites une commande un petit peu plus compliquée, puis après vous allez pouvoir vous rendre dans un dîner entre amis où vous ne connaissez pas tout le monde, ça va être un niveau au-dessus d'anxiété. Et en fait, vous exposez petit à petit à l'objet finalement de votre peur. Et si vous avez écouté mon épisode sur ma propre thérapie, vous allez peut-être voir le conseil qui suit, mais les TCC conseillent de documenter, de répertorier tout ce que l'on fait pour vaincre une anxiété. Les thérapies cognitivo-comportementales proposent un tableau qui est en 3 colonnes, je vous l'afficherai ici. Dans la première colonne, il y a l'élément déclencheur. En général, cet élément déclencheur, c'est celui qu'on évite ou qu'on redoute. Dans la deuxième colonne, vous avez l'anxiété ou le malaise que vous prévoyez de ressentir à la vue du déclencheur. Et dans la troisième catégorie, vous avez l'anxiété ou le malaise que vous avez vraiment vécu en étant exposé à ce déclencheur. Donc, par exemple, si je vous donne un ordre d'idée, en première case, on aurait aller acheter une baguette. Ça pourrait être par exemple 2 sur 10 sur l'échelle de l'anxiété sociale, sur l'échelle de votre anxiété sociale. Donc vous remplissez ça et ensuite vous allez acheter votre baguette. Et quand vous revenez, vous essayez d'être un petit peu aussi honnête avec vous-même, quelle a été votre angoisse ou votre malaise vécu. Et vous le mettez dans la dernière colonne. Et donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de comparer l'anxiété ou le malaise qu'on avait prévu avec ce qu'on a vraiment vécu. Et donc ça, les TCC vous proposent de le faire pour tous les déclencheurs de votre anxiété. Par exemple, là, je vous ai parlé du fait d'aller acheter une baguette en boulangerie, qui serait, sur l'échelle de votre anxiété sociale, à 2 sur 10 environ. Peut-être que quelque chose qui est plus difficile pour vous que d'aller acheter une baguette, ce serait par exemple d'aller dans un magasin par exemple et d'essayer des vêtements. Et bien pareil, vous allez noter dans votre tableau cet élément déclencheur là. Et puis voilà, le summum serait peut-être aller dans la fosse d'un concert qui chez vous serait un déclencheur 10 sur 10, et c'est comme ça qu'en fait vous allez pouvoir classer tous les déclencheurs de votre anxiété, mais aussi vous confronter au fait que parfois vous avez tendance à surestimer, dans les meilleurs cas, ou à sous-estimer l'anxiété ou le malaise que vous allez vivre. Alors bien sûr, ça permet de laisser une trace, ça permet de voir sa progression, et ça permet de suivre, lors par exemple du thérapie cognitive et comportementale avec un thérapeute, ou tout seul, pour pouvoir mesurer vos progrès. Et vous connaissez l'importance de noter pour pouvoir voir sa progression et pour pouvoir voir quelque chose de concret. Il y a aussi quelque chose qui peut être très intéressant dans les thérapies cognitivo-comportementales, c'est de s'intéresser à nos comportements évitants. Si par exemple vous avez tendance à toujours aller acheter votre pain en supermarché et à passer aux caisses automatiques, c'est peut-être parce que vous évitez le fait d'aller parler à la boulangère. Et mettre en exergue ces situations où l'on est dans un comportement d'évitement peut nous permettre de voir les axes sur lesquels on a besoin de s'améliorer. Et pour finir, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de noter combien de temps vous vous exposez aux choses et noter votre ressenti. Parce que si vous exposez un jour 10 minutes à quelque chose et que cela vous a procuré 8 d'anxiété, et que 3 mois plus tard, vous voyez qu'une exposition d'1 heure ne vous procure plus que 2 sur 10 d'anxiété, vous allez pouvoir vraiment voir vos progrès. Alors pour illustrer tout ça, je vais prendre un exemple qui est l'anxiété sociale, qui est un type d'anxiété plutôt courant. Alors ça va paraître un petit peu bateau ce que je vais dire, mais si vous souffrez d'anxiété sociale, ce qu'il faut essayer de se dire, je suis d'accord que c'est pas facile du tout, c'est que dans les gens que vous allez croiser, il y a forcément des gens avec qui vous allez mieux vous entendre que d'autres. Tout le monde ne pourra pas vous aimer, et vous n'êtes pas obligé, ou en tout cas, il n'y a que vous qui vous oblige à être la personne la plus parfaite possible, à essayer d'être la personne drôle, d'être la personne sympathique, la personne avec qui on a de la conversation. Ce que je peux vous conseiller, et ce que conseillent les TCC, c'est d'essayer d'être soi-même et de voir si les autres ont la réaction qu'on attendait. Par exemple, si vous pensez que vous avez absolument besoin de faire des blagues toutes les 5 minutes, et que pour vous, si les personnes ne rigolent pas nécessairement à vos blagues, ça va vous créer de l'anxiété, et bien l'idée là, c'est de pouvoir se dire « Ok, je vais essayer de ne plus faire des blagues toutes les 5 minutes, mais essayer d'espacer. Et je vais voir si les gens, littéralement, me disent qu'ils ne m'aiment pas, ou me disent des choses désagréables à propos de la vraie personne que je suis. » L'idée, c'est de se confronter à une situation qui peut être anxiogène. Ce que vous propose les TCC là-dedans, c'est de
c'est d'essayer de ne pas tout prévoir à l'avance, mais de laisser un tout petit peu de place à l'imprévu. Place qui, petit à petit, pourra être agrandie. Par exemple, au début, vous prévoyez exactement ce que vous allez dire à votre boulangère. « Bonjour madame, je voudrais une baguette bien cuite. » La personne vous répond « ça fera 1 euro ». Vous lui dites par carte, vous tendez votre carte, et après, vous avez prévu de dire « au revoir, bonne journée ». Eh bien, essayez de ne pas forcément prévoir votre discours au mot près. Essayez d'aller un petit peu avec le flow, d'essayer de ne prévoir que par exemple « bonjour madame » et d'essayer de voir sur l'instant ce que ça va donner. Et essayez aussi, comme je dis tout à l'heure, de rationaliser le fait que si vous mettez 1 seconde de plus ou vous écorchez un petit peu le mot baguette, votre boulangère, je suis sûre, ne vous en voudra pas. Au pire, elle vous demandera de vous répéter, ce qui vous donnera finalement une seconde chance. Et au final, vous aurez appris que tout prévoir n'est pas forcément indispensable dans chaque situation. Surmonter l'inquiétude est l'art de laisser des pensées pénétrer votre esprit sans essayer de les gérer ou de les repousser. Une autre chose qui peut être intéressante, puisque tout le monde n'est pas atteint d'anxiété sociale, c'est par exemple d'aller voir vos amis, d'aller voir vos proches, de leur présenter votre carnet avec les déclencheurs de votre anxiété sociale et de leur demander comment eux vivent ces situations et comment ils s'en dépatouillent dans la vie de tous les jours. Peut-être que votre mère va vous dire qu'aller chez la boulangère ne lui procure aucune anxiété, mais qu'également aller en concert dans une fosse ne lui procure aucune anxiété, lorsqu'une personne vous dira qu'aller à un dîner avec des personnes qu'il ne connaît pas lui procure 10 sur 10 d'anxiété. En revanche, aller chez la boulangère, demander une baguette lui procure un niveau très bas d'anxiété. Et à ce moment-là, vous allez aussi pouvoir enclencher des discussions pour vous rendre compte de comment les personnes perçoivent cette situation autour de vous et comment ces personnes arrivent à gérer un niveau d'anxiété un peu normal, puisque je vous l'ai dit au début de l'épisode, mais l'anxiété n'est pas quelque chose de fondamentalement négatif, puisque c'est normal d'avoir des petites anxiétés par-ci par-là dans sa vie, c'est quelque chose de tout à fait normal et qui n'est absolument pas pathologique. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souffrez d'anxiété, bien évidemment, je vous invite à aller voir un professionnel de santé pour en parler. Mais il y a aussi des ressources qui peuvent être très intéressantes, notamment ce livre, Les TCC, Thérapie cognitive et comportementale pour les nuls, qui est un livre duquel je me suis inspirée pour écrire cet épisode, qui est très bien écrit, qui est très pragmatique, et qui traite aussi de sujets comme les émotions, la dépression, les croyances, la colère, les TOC, et plein d'autres choses très très intéressantes pour apprendre un petit peu à se découvrir de l'intérieur et à découvrir les liens entre nos pensées et nos émotions. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Si vous ne l'êtes pas déjà, je vous invite à vous abonner, à poser un petit like sur cette vidéo si vous l'avez appréciée, et à me laisser un commentaire. Bye bye!